Comment payer moins d'impôts quand on est en profession libérale? Et oui, aujourd'hui nous abordons un sujet crucial pour beaucoup d'entre vous, comment réduire sa fiscalité en tant que profession libérale. Les professions libérales, qu'il s'agisse de médecins, d'avocats, de consultants, de conseillers ou d'artisans, sont souvent confrontées à une charge fiscale importante. Pourtant, il existe bel et bien de nombreuses solutions pour optimiser vos impôts et alléger cette pression fiscale. Mais quelles sont ces solutions? Comment les mettre en œuvre efficacement tout en restant dans un cadre légal? C'est les questions auxquelles on va vous apporter des réponses dans notre podcast du jour. Nous allons donc explorer les différentes stratégies fiscales disponibles pour ces professions libérales. Être bien accompagné quand on est entrepreneur, c'est essentiel. Qu'il s'agisse de vos associés, de votre réseau professionnel ou de partenaires de confiance comme votre expert comptable, votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier. Et ça tombe bien, car notre partenaire Shine sponsorise cet épisode. Shine, c'est un compte pro en ligne dédié aux entrepreneurs. Ses nombreuses fonctionnalités permettent de simplifier la gestion de ses finances d'entreprise pour vous concentrer sur votre business. Si vous n'êtes plus satisfait de votre banquier et que vous souhaitez tester l'offre Shine, les 3 premiers mois sont offerts via le lien en description. L'ouverture de compte prend moins de 24 heures et leur équipe a été élue service client de l'année 2024. Et avant de commencer ce podcast, nous vous remercions de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous allez nous aider grandement à continuer à créer du contenu de qualité. Point important, et on le sait, vous nous écoutez souvent sans vous abonner. Alors cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner pour nous suivre et avoir un épisode tous les mercredis. Alors oui, que vous soyez déjà bien établi dans votre activité libérale ou que vous débutiez, cet épisode vous fournira des informations précieuses pour gérer au mieux votre fiscalité. Nous allons donc commencer par analyser la fiscalité des professions libérales pour mieux comprendre comment la maîtriser et pourquoi pas la réduire sur le long terme. Alors premier point Guillaume, la fiscalité des professions libérales. Comment ça se passe concrètement? Et oui, quand on est profession libérale, on va payer de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Et ici, je précise, on parle des professions libérales qui n'ont pas de société. Et pour commencer, on va parler de la partie d'impôt sur le revenu. Parce qu'on parle bien sûr de BNC, les bénéfices non commerciaux pour les bénéfices des professionnels libéraux qui vont donc être imposés dans cette catégorie des BNC. Il n'y a aucune distinction qui est effectuée sur le plan fiscal entre le bénéfice de l'entreprise et la rémunération du professionnel libéral. Autrement dit, ce que vous réalisez en termes de chiffre d'affaires, c'est votre revenu. Et alors là, Guillaume, on va avoir plusieurs options. La première option, effectivement, c'est d'opter pour le régime de la micro-entreprise. Mais faut-il encore respecter les plafonds? Et le plafond pour les professions libérales, il est ici de 77 700 € de chiffre d'affaires. Il ne faut pas dépasser ce chiffre d'affaires pour faire partie du régime de la micro-entreprise. Qu'est-ce que permet ce régime? Il permet d'avoir un abattement de 34% sur son chiffre d'affaires et donc d'être imposé sur le revenu sur le chiffre d'affaires moins 34%. Là, je vous parle un petit peu chinois. Je vais expliquer cela plus en détail. Concrètement, un exemple donné. Vous faites 70 000 € de chiffre d'affaires. Vous respectez donc le régime de la micro-entreprise. Vous êtes en dessous du seuil. Vous allez bénéficier d'un abattement de 34%, donc vous avez un revenu imposable de 46 200 €. Cette fiscalité va s'appliquer sur ce revenu-là, et donc il y aura 7 008 € d'imposition sur le revenu. Et donc ça, c'était la première option, vous faites partie de la micro-entreprise. Mais vous avez aussi la deuxième option, c'est-à-dire avoir le régime du réel de la déclaration contrôlée. C'est la plupart du temps quand vous dépassez les recettes de 77 700 € que vous allez tomber au réel. Et donc là, vous faites votre chiffre d'affaires moins vos charges et vous avez un bénéfice qui va être imposé sur le revenu. On comprend bien ici que la plupart du temps, quand on est consultant ou autre, on a très peu de charges et c'est pour ça que l'abattement de 34% est très intéressant. Pour d'autres activités, les charges sont plus importantes que l'abattement. Il faut toujours analyser entre les deux possibilités. Mais dans tous les cas, si vous êtes supérieur à 77 700 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives, vous allez tomber automatiquement dans le régime du réel. J'en ai fini Guillaume avec la partie impôt sur le revenu. Allez, eh bien on passe à la partie cotisation sociale, toujours pour les professions libérales. Ici, en tant que professionnel, vous entrez dans la catégorie des travailleurs non salariés et vous devez donc vous affilier obligatoirement à 3 régimes distincts. On a d'abord l'URSSAF pour tout ce qui va concerner les allocations familiales, ensuite la sécurité sociale des indépendants, le SSI, ex-RSI, et enfin la caisse d'assurance vieillesse qui correspond à votre profession. Les charges sociales, elles sont calculées sur la base du bénéfice de votre activité, y compris sur la partie réinvestie dans l'entreprise, en cas de soumission à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va prendre comme base de calcul le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Et en tant que professionnel libéral, vous relevez de l'assurance vieillesse
et de la sécurité sociale pour les indépendants, vous êtes donc soumis au régime fiscal de la micro-entreprise et relevé automatiquement du régime micro-social simplifié. Ça veut donc dire que vos cotisations, elles sont calculées et payées chaque mois ou chaque trimestre en fonction des recettes encaissées le mois ou le trimestre précédent. Et pour ce qui est du taux de cotisation sociale, on est à 22% et 22,2% pour certains professionnels qui relèvent de la CIPAV. Donc concrètement, Guillaume, pour 70 000 euros de chiffre d'affaires, je vais payer combien de cotisations sociales? Eh bien, c'est déjà sur ces 70 000 euros qu'on va se baser pour appliquer le taux. On prend les 22%. Ça veut donc dire qu'on va avoir des cotisations sociales à hauteur de 15 400 euros. Donc là, tu es en train de me dire quand même que concrètement, pour 70 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai une imposition globale de 22 408 euros, les cotisations sociales représentant une très grosse partie de cette imposition globale. Et oui, et là on comprend qu'il est nécessaire de trouver des solutions et de se faire accompagner pour optimiser cette situation. Oui, et là on est en partie en plus d'un principe de chiffre d'affaires assez faible pour les professions libérales. Il y en a qui font des chiffres d'affaires aux alentours des 150-200 000 euros et qui n'ont jamais opté pour certaines solutions. Donc on va en discuter ensemble, Guillaume, pour évoquer plusieurs solutions pour nos fameux auditeurs qui sont professions libérales ou qui veulent se lancer en tant que profession libérale. Allez, la première solution, Guillaume, c'est tout simplement le passage en société. On a le choix de pouvoir passer en société et de ne pas rester en BNC, en bénéfices non commerciaux, mais d'opter pour la société. Peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Et oui, Jérémy, ça c'est la première solution. Pourquoi? Parce qu'on l'a compris, sur le BNC et sur la déclaration que l'on fait quand on est professionnel libéral, on va avoir une imposition et des cotisations sociales qui seront calculées sur le chiffre qu'on a réalisé. A l'inverse, si on choisit de passer en société, peu importe la forme, on peut être en EURL, en SARL, en SA, en SAS, en SEL, c'est des choses qui vont nous permettre de encapsuler finalement la rémunération que l'on a réussi à générer par notre activité. Pour parler très concrètement, en BNC et en étant en profession libérale sans avoir de société, tout ce que l'on va créer comme richesse, tout le résultat que l'on va constituer sera pris comme base d'imposition et comme base de cotisation sociale. Tandis que si on est sur une société, c'est nous qui allons décider de la rémunération que l'on se verse et c'est sur cette rémunération-là que seront calculées les cotisations sociales et notre imposition sur le revenu. On a le choix de ce qu'on se verse et de ce qui est donc comptabilisé pour l'impôt et les cotisations. Et oui, Guillaume, concrètement, si on fait toujours ce fameux 70 000 euros de chiffre d'affaires, si je te comprends bien, là, cette fois-ci, je peux décider de me rémunérer que 10 000 euros, 20 000 euros l'année et voir les cotisations sociales qui vont être payées en face avec l'impôt sur le revenu qui sera impacté. Point important par rapport à tout ça, c'est vrai que cette option nous offre le choix de notre rémunération. Alors que dans l'autre option, si on est profession libérale et qu'on est BNC, je trouve qu'on est presque comme un salarié au final. On ne maîtrise pas sa rémunération. Oui, plus on fait de chiffre d'affaires, plus on gagne, mais plus on est imposé. Alors qu'on pourrait très bien faire plus de chiffre d'affaires et avoir la même imposition, voire même réduire son imposition en fonction de ses besoins. C'est ça qu'offre la société, si j'ai bien compris. Et oui, c'est exactement ça, c'est avoir le choix. Et le choix, c'est un luxe quand on veut pouvoir optimiser et maîtriser sa rémunération et sa fiscalité. Allez, petit point tout de même pour les professions réglementées. En effet, on a parlé de SARL, de SAS, d'autres sociétés possibles. Pour les professions réglementées, vous allez pouvoir exercer votre activité dans une société, oui, mais ça ne sera pas une SARL, ce sera une CELARL, ou ça ne sera pas une SAS, ce sera une CELAS. Concrètement, on a une société d'exercice libéral qui est propre aux professions réglementées. On parle souvent ici des professions médicales, tout simplement. La CELARL, elle est soumise à des règles de comptabilité commerciale. Le résultat imposable prend donc en compte les créances acquises, même non réglées, et les dépenses engagées, même non payées. Donc prenons un exemple concret pour toutes ces professions libérales, que ce soit des professions libérales réglementées ou non réglementées. Si on réalise cette fois-ci un chiffre d'affaires de 150 000 euros, en BNC, la fiscalité elle aurait été très lourde, elle aurait été aux alentours des 50 000 euros, sachant que vous ne bénéficiez pas du régime de la micro-entreprise. En CELARL, en CELAS, en SARL, en SAS, vous allez pouvoir adapter votre rémunération et payer l'impôt sur le revenu et les cotisations en fonction de votre rémunération. Et donc là, Jérémy, si on comprend bien ton exemple, et disons qu'on se rémunère 70 000 euros, alors on va payer de l'impôt et des cotisations seulement sur ces 70 000 euros et non sur 150 000. Exactement, et là ça va dépendre du choix entre la SAS et la SARL. On le sait Guillaume, les cotisations sociales sont différentes, 45% pour la SARL, 80% pour la SAS, mais il y a différentes options avec les dividendes ou autres. Bref, on va pouvoir maîtriser sa rémunération et ne pas être imposé sur le chiffre d'affaires d'un point de vue global. Et donc là, si je comprends bien, on va pouvoir utiliser ce qui reste pour réinvestir. Et oui, on encapsule le reste et on réinvestit par la suite. Bonne transition avec la holding Guillaume. Et oui, parce que pour aller encore plus loin, quand on est profession libérale, qu'on a constitué une société, qu'il y a un chiffre d'affaires
qui est généré et qu'on a décidé de se verser une partie en rémunération et qu'il en reste une partie, eh bien on peut aller plus loin pour l'optimisation du montage et on peut commencer à penser à la holding. La holding qui sera une société qui pourra nous permettre de réinvestir en profitant des avantages offerts par ce type de schéma. On en a déjà parlé dans de nombreux épisodes sur l'art de la gestion patrimoniale, mais on les rappelle, les gros avantages, c'est l'utilisation du régime mère-fille, avec un partage entre deux sociétés différentes pour des cotisations différentes et des stratégies de rémunération différentes, et également, pourquoi pas, utiliser des conventions de prestation de services entre les sociétés. Et oui Guillaume, c'est vrai qu'on peut multiplier plein d'avantages avec la holding. On le rappelle, la holding c'est pour réinvestir les bénéfices d'une société. Et ça permet donc de les réinvestir dans d'autres activités commerciales. Attention tout de même, et là Guillaume, on apporte un point d'attention pour les professions libérales ici qui sont réglementées. Et oui, attention, on l'a dit, quand vous êtes réglementé et que vous êtes sur une profession par exemple médicale, on ne peut pas faire ce que l'on veut. On peut effectivement envisager un montage avec une holding. On aura encore une fois les mêmes schémas qui pourront être mis en place. Mais cette holding, ça ne sera pas une SAS ou une SARL parce qu'on n'aura pas cette liberté. On va devoir opter pour ce qu'on appelle une SPFPL. C'est une holding qui est spécifique aux professions libérales réglementées. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous limiter dans les investissements possibles avec la holding et avec l'utilisation du schéma. Concrètement, si on est profession libérale réglementée, que l'on a une société et que l'on a créé une holding, on va pouvoir certes utiliser ce schéma pour investir dans de l'immobilier, mais dans de l'immobilier qui sera lié directement à notre activité. Pour être encore plus concret, si on prend un exemple d'un médecin qui a envie de détenir ses locaux, il va pouvoir utiliser la holding SPFPL pour investir dans ses propres locaux et avoir un investissement via une SCI qui détiendra ses murs. Et c'est comme ça qu'il pourra le faire. Il ne pourra pas faire d'investissement dans du loyer meublé non professionnel, par exemple, avec ce montage-là. Oui, on ne peut pas faire de l'investissement immobilier pour autre que son activité réglementée. C'est quand même un point d'attention. Il y a d'autres montages qu'il existe pour séparer l'activité réglementée de l'activité non réglementée et d'autres activités commerciales que peut faire une profession libérale. Mais attention à ne pas rattacher votre profession libérale réglementée à toutes vos autres activités. Ce n'est pas possible en France. C'est important d'être accompagné par avocat fiscaliste ou conseiller en gestion de patrimoine sur ces sujets-là. Nous, on aborde ces sujets avec nos clients et les professions libérales réglementées qui nous contactent ont tout le conseil nécessaire sur ces sujets-là pour faire leurs investissements entre SCI rattachés ou pas à l'entité de la profession libérale et les autres activités commerciales que peuvent développer ces professions libérales réglementées. C'est un point d'attention que n'ont pas les autres professions libérales qui ne sont pas réglementées. C'est vrai qu'on peut plus s'amuser, j'ai envie de dire, quand on n'a pas une profession libérale réglementée en faisant d'autres investissements liés à un patrimoine plutôt personnel qu'on rattache à sa holding qui est professionnelle. Bon Jérémy, on l'a vu, tous les intérêts d'encapsuler tout ça dans une société, de pouvoir profiter de la maîtrise de sa rémunération, de pourquoi pas pouvoir réinvestir à travers le montage holding. Mais une fois qu'on a ces rémunérations qui est tombée quand on est profession libérale, est-ce qu'il existe d'autres moyens d'optimiser a posteriori ? Oui Guillaume, et j'ai même envie de dire que c'est encore plus profond que ça, parce que concrètement, pour moi, une profession libérale, elle va voir ses revenus drastiquement baisser à la retraite du fait de ses faibles cotisations sociales. Donc il faut anticiper sa retraite. Qui veut dire anticipation de sa retraite dit stratégie de capitalisation. On vient de parler de la holding et de la société pour encapsuler les revenus, faire des bénéfices et réinvestir. Mais vous pouvez également préparer votre retraite par le plan d'épargne retraite qui a été fait pour ça, par la loi Pacte qui a été réaménagée. On avait un PERP à l'époque qui devient PER, plan d'épargne retraite, avec un dispositif fiscal très avantageux. C'est l'un des meilleurs outils, je trouve, pour les professions libérales pour préparer sa retraite. Encore faut-il se faire bien accompagner sur le PER. Quand je dis bien accompagné, il faut voir le PER comme un outil pour préparer sa retraite, un outil d'investissement, un outil de transmission et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est l'outil fiscal. Mais n'allez pas voir un conseiller qui vous vend ça comme une réduction fiscale. Voyez ça comme un investissement. Et je voudrais qu'on rentre un peu plus en détail là-dessus. Et oui, ça c'est très important de bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne déjà, l'enveloppe du PER. Le but principal, tu l'as dit Jérémy, c'est de préparer sa retraite. Et pour les professions libérales, ça tombe bien parce que vous avez besoin de compléter votre retraite par des investissements que vous allez faire vous-même. Vous avez bien souvent des revenus qui vous permettent de mettre de côté, d'avoir une stratégie patrimoniale capitalisante dans une enveloppe. Le PER, c'est justement une enveloppe qui peut répondre à ce besoin-là. Et il faut faire attention à certains points quand on investit sur un plan d'épargne retraite. Tout d'abord, on va parler d'investissement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la rentabilité. Et pour qu'il y ait de la rentabilité, il faut faire attention à des points spécifiques. Et là, j'en viens aux frais.
Quand vous investissez sur un PER, vous devez faire attention aux différents frais, que ce soit les frais d'entrée, les frais de gestion ou les possibles autres frais que vous pouvez avoir d'honoraires ou des choses comme ça. Il faut donc bien choisir le professionnel qui pourra vous accompagner. Et nous, on accompagne de très nombreux professionnels et des salariés et de nombreuses personnes dans la préparation de leur retraite par des plans d'épargne retraite qui peuvent leur offrir la possibilité de réellement capitaliser, d'aller chercher du rendement et oui, également d'aller chercher un avantage fiscal sur les versements. Mais vous devez bien comprendre que la fiscalité, ça ne doit pas être le seul objectif du PER, c'est avant tout une capitalisation pour la retraite pour avoir des revenus complémentaires une fois que vous y serez. Oui, parce que j'ai envie de dire, si vous cherchez juste à réduire votre impôt et vous ne voulez pas cocher toutes les autres cases, faites un PER tout seul, vous n'avez pas besoin de nous. Par contre, si vous voulez augmenter la rentabilité de votre investissement, si vous voulez préparer votre transmission, faire les bons versements pour maîtriser votre fiscalité et ne pas trop verser ou ne pas assez verser, c'est là où vous avez besoin d'un vrai accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est là où nous, on intervient. On intervient pour investir, pour augmenter la rentabilité de votre investissement, pour réduire les frais et bien sûr, augmenter votre stratégie patrimoniale d'un point de vue général sur cette enveloppe fiscale. Donc sachez que nous, on accompagne nos clients sur le PER et on accompagne les professions libérales sur ces sujets-là, tout comme les autres professions, les autres salariés qui sont malheureusement pour eux dépendants de leur salaire. Et en plus, sur le PER, il faut avoir conscience que la sortie, c'est quelque chose qui se travaille également et sur lequel un accompagnement est nécessaire. Parce que autant vous avez une fiscalité qui est avantageuse à l'entrée sur le plan d'épargne retraite, autant il faut savoir que quand vous ressortirez, ça entrera à nouveau dans vos revenus. Et donc ça peut être travaillé, ça peut être maîtrisé. On peut sortir en une ou plusieurs fois et on peut même avoir une vision différente sur le PER. Ça, c'est des sujets sur lesquels on est très compétent pour vous accompagner. Peut-être voir le PER même comme une prévoyance parfois. Ça se travaille en fonction des profils et l'optimisation, elle doit se faire tout au long de la période d'investissement et également pour la sortie. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Eh bien Guillaume, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, en conclusion, quand vous êtes profession libérale, vous avez également le choix de pouvoir maîtriser votre rémunération, maîtriser votre fiscalité et maîtriser vos investissements. Bref, votre chiffre d'affaires ne doit pas vous faire peur. Plus vous faites du chiffre d'affaires, mieux c'est, mais faut-il encore savoir le maîtriser. Et on a vu 3 solutions ici pour mieux maîtriser sa fiscalité et développer son patrimoine financier, mais il en existe plein d'autres. Allez, si vous avez appris des choses aujourd'hui et si vous apprenez des choses régulièrement en écoutant nos épisodes, on vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça nous permettra de gagner énormément en visibilité et vous nous aiderez énormément en faisant ça. Et si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à l'art de la gestion patrimoniale, on vous invite à le faire pour avoir chaque semaine accès à un nouvel épisode. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 62, Comment réduire votre impôt en 2024.